Bonjour à vous. Merci pour Franck et merci Franck. Merci à tous. On s'est rencontrés c'était en mai, c'est ça Mai, ouais. Fin mai. Il est venu à Bugarage spontanément pour me présenter le livre qu'il a sorti cet hiver, qui est une véritable bombe sur un sujet. Alors, un cas d'espèce très précis, très particulier, qui est le fameux livre de l'abbé Boudet de 1886. La vraie langue celtique et le Cromlech de Ben-les-Bains, qui est de toute évidence codé, mais sans que nous ayons encore pour l'instant mis la main sur un décodage effectif opératif, jusqu'à ce que Franck nous envoie valser son menhir dans la mer morte. Le titre est très bien trouvé, c'est un véritable pavé dans la mare, parce qu'en plus il n'a pas sa langue dans sa poche. Et dans le milieu de le château, ça fait du bien. Donc c'est pour ça que je suis honoré qu'il ait accepté de venir. Et il va nous expliquer lui-même comment il a pété ce décodage, comment il a mis la main dessus, comment il fonctionne. Et puis il nous donnera aussi des exemples de résultats qu'il a obtenus. Voilà. Franck. Alors, bonjour à tous d'abord. Voilà, je vais vous parler de ce livre comme je dois le faire. Là, je suis un petit peu... C'est un peu compliqué, je suis pas habitué. Vous m'excuserez pour... voilà. Alors, je me suis lancé dans cette aventure en découvrant que le livre de l'abbé Boudet était vraiment codé. Comment peut-on le voir? On s'attaque au début du bouquin. Bon, là, c'est un petit peu tordu, ça paraît un peu tordu. Il nous parle des langues hébraïques, celtiques, puniques, tout le bazar, mais sans jamais nous dire quoi que ce soit. Et il a toujours été dit que c'était potentiellement codé, mais sans jamais aucune preuve de quoi que ce soit. Tout le monde a toujours dit c'est codé, oui, bien sûr, mais qui a pu le prouver? Il y a toujours eu des tas de supputations sans jamais avoir d'explication. Sauf que quand on lit avec attention ce livre... Pardon, monsieur? Oui, monsieur? Ce livre s'appelle comment? Alors, désolé. La vraie langue celtique et le Cromlech de Rennes-les-Bains, édité par l'abbé Boudet en 1886. Merci, monsieur. Et donc, écrit et édité en 1886 par l'abbé Boudet, le curé de Rennes-les-Bains, pour vous rappeler un petit peu le truc s'il y a des gens qui ne connaissent pas. Et puis après, on se pose la question sur le codage éventuel. Tout le monde dit que c'est codé, personne ne sait expliquer. Sauf que quand vous vous lancez dans la lecture, avec les fameux trucs dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous arrivez à un moment à la page 170, qui est la page Trouide-Druide. Alors je vais vous montrer ça. Attention, je suis une brêle dans le domaine. Non, je suis désolé. Trouide-Druide, donc 6. La 6e, voilà. Trouide-Druide, où l'abbé nous dit le mot druide en anglo-saxon, le mot la branche, les sons durs et gutturaux adoucis par le biais de César. Alors attends, Franck. Oui. On va donner lecture du passage entier, histoire que tout le monde puisse lire le texte en même temps. D'accord, vas-y. Parce que tout le monde ici n'a pas lu la VLC, donc... D'accord. Donc le passage en question, c'est que le mot druide, au milieu du paragraphe, là, au milieu de la page, le mot druide en anglo-saxon druide, renferme un sens bien autrement sérieux et remarquable. Il faut considérer que César, en rapportant le nom des druides, a cherché à adoucir les sons durs et gutturaux de la langue celtique, et il a écrit druide, au lieu de trouide. Ce dernier terme permet de trouver aisément la clé de l'énigme. Merci Alex, c'est cool. Ça me détache d'un poids. Donc à partir de ça, on peut se poser la question pourquoi il nous parle de César. Après, il cite tellement de choses dans son livre que ça peut être éventuellement sa volonté propre, et point la ligne. Sauf que quand vous revenez à Trouide-Druide, ça vous fait une permutation métrique entre le T et le D. Il y a juste un changement, juste d'une lettre. Et le T se transformant en D, on peut se poser la question s'il n'y a pas une corrélation avec un changement lettrique. C'est le fait.
Parce qu'en fin de compte, quand vous remontez aux observations préliminaires dans le livre de l'abbé Boudet, donc alors les observations préliminaires, où sont-elles? Blablabla, je n'en sais foutrement rien. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai présenté, j'ai oublié. Les observations préliminaires donc de l'abbé Boudet, où il nous dit, par la transformation et les miroirs de la vraie langue celtique, avec une transformation lettrique en punique, dans les langues hébraïques, puniques et celtiques, il nous parle à un moment du nous-mêmes. Et le nous-mêmes, en fin de compte, qui est ce nous-mêmes? HB, donc Henri Boudet. C'est la clé du premier codage de l'abbé Boudet. Et ses initiales sont, en disposant le chiffre de César, donc, qui est un codage à lui tout seul, dont César se servait pour transformer ses messages. Si vous le mettez en ligne, donc vous mettez le HB, alors chiffre de César, HB, le 11, Alex, s'il te plaît, merci. Donc, vous voyez, alors là, on l'a mal, je l'ai mal photographié, mais vous voyez la corrélation ABCD, EFGH, bon, l'alphabet normal, on l'a tous appris à l'école, moi aussi, même si je ne suis pas allé souvent. Et donc, à partir de ce moment, vous disposez, en mettant le H à la place du B, c'est-à-dire que ça vous fait une transformation électrique. Lève-toi, Ouais. Tu le mets dans la poche. Ouais, ça va être bien. Alors, pardon. Là, le H à la place du B, donc vous le posez comme ça, vous diffusez votre alphabet jusqu'à la fin, et après, vous revenez au début, en le disposant comme ça, et donc votre dernière lettre, là, ici, c'est le premier alphabet, en le diffusant dans le sens normal. Après, vous pouvez le mettre en inversé, en mettant HB, C, D, E, F, G, H, I, et vous reprenez au bout. Donc l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, et à partir de ce moment, vous avez un codage. Et quand vous mettez un nom, un mot, que vous pouvez traduire par le biais de ce HB. Et donc après, vous pouvez aussi mettre BH, qui nous révèle autre chose. Et après, ça va nous parler de la carte. Donc la carte de Boudet, c'est le plus important. Le 310-11, c'est pour ceux qui connaissent l'histoire, le 310-11 sera peut-être le 319, donc le 9e chapitre de cette histoire. Excusez-moi, je prends un petit coup de flotte parce que là, je suis un peu sec. Le 310-11, c'est une petite sculpture que Boudet avait fait graver sur sa pierre tombale, avec en lettres romains. Enfin, c'est quoi le livre. 310 et 11 en chiffres romains. 310 11 en chiffres romains. À une page et un chapitre. Mais en fin de compte, n'est-ce pas le 319 qui nous donnerait le 9e chapitre, le plus important de ce bouquin pour le départ, avec le premier codage. Quand vous mettez, vous écrivez Rennes celtique, alors là, attends, j'ai dû le marquer quelque part, très certainement, parce que c'est important, mais étant donné que je suis quand même un peu un guignol, par moment, j'oublie des choses. Donc, quand vous écrivez, alors ça, vous pouvez l'expérimenter vous-même, quand vous prenez la carte de l'abbé Boudet, qui a son titre en énorme, qui est marqué Rennes celtique. Le Rennes celtique, quand vous le mettez avec le décodage HB normal, que j'explique dans le bouquin d'ailleurs, quand vous mettez le décodage en normal et que vous mettez les lettres en dessous, ça vous fait un texte complètement hallucinant et incompréhensible. Mais quand vous l'inversez, c'est-à-dire le miroir des langues puniques celtiques, comme nous explique cet abbé, vous le retournez dans l'autre sens, et là, vous avez « You can find my hill ». Donc, qui veut dire, vous pouvez, pour ceux qui maîtrisent un minimum l'anglais, il n'y a pas besoin d'être un génie, hein, moi je le maîtrise que très peu, mais voilà, « You can find my hill » en phonétique anglaise. Le livre étant, en fin de compte, « You can find my hill », vous pouvez trouver ma colline. Voilà, ma colline, il, H-I-2-L. Mais alors, en phonétique anglaise. Donc, après, c'est une phonétique quand même très particulière, bien personnelle à Boudet, parce que, étant prof d'anglais, ce mec n'était pas qu'un comique, hein, il bossait quand même particulièrement bien. Et vous avez le début de diffusion d'un message. Après, quand vous prenez, alors vous avez croix gravée pour ceux qui se souviennent sur la vraie langue celtique. Alors, est-ce que je l'ai, chiffre de César, BH explicatif, nanana, tectosage. Alors, il nous parle d'abord des tectosages. Et quand il nous parle des tectosages, quand vous mettez avec le codage HB normal, c'est-à-dire dans la diffusion normale du sens de lecture,
habituel, et pas l'autre sens de lecture, ce que j'appelle le HB inversé, parce qu'il y a-t-il un nom, j'en sais rien. Là, vous arrivez à Tectosage et vous marquez, et là, il vous dit « My home in win », donc mon royaume, enfin ma maison en vainqueur. Enfin, je l'explique comme ça. Donc, en phonétique anglaise, pareil, « My home in win ». Du coup, est-ce que tu peux nous l'expliquer, s'il te plaît? Ah bah merci. Oui, alors « My home in win », quand vous positionnez les lettres en dessous, ça retombe à My Home in Win, mais il est en inversé. Et quand vous le remettez dans ce sens-là, ça devient My Home in Win. Donc, alors après, phonétiquement parlant, ma maison en vainqueur. Et il nous dit de ne pas s'endormir sur cette analyse parce que, en fin de compte, elle n'est pas porteuse de tout. Après, il vous donne un exemple. Vous arrivez à Rennes Celtic, et après, vous arrivez au bout, tout en bas, où vous avez croix grecque gravée. Et là, le croix grecque gravé que l'on a, alors position de croix grecque gravée, en ai-je parlé d'ailleurs ici à cet endroit-là, j'en suis pas certain. Le croix grecque gravé, quand vous mettez en dessous et que vous le mettez en HB inversé, uniquement inversé, vous arrivez à croix, et croix correspond à grual. Grual pour Graal, très certainement, et le mot croix pour un ecclésiastique, quoi de plus normal que d'en parler? Sauf que dans ce sens de codage, vous avez le mot croix, et l'autre truc, pour grec gravé, c'est My Oak Will A. Donc mon chêne, Oak, O-A-K, mon chêne deviendra le Graal. Et alors après, je ne cherche pas à expliquer plus, j'ai cette corrélation avec l'écrit et le codage, qui est déjà quand même une bonne chose, mais on s'endort sur tout ça. Et pendant 3 ans et demi, je suis resté sur ce sujet en me disant qu'il y avait certainement un autre message là-dedans que je n'arrivais pas à trouver. Sauf qu'à un moment, j'ai entendu j'ai lu un truc diffusé par Johan Netchakovic de Rennes-le-Château qui parle du saut pêcheur et qui nous en donne et qui dit 64 lettres. Peux-tu nous résumer le saut pêcheur, s'il te plaît? Alors, le saut pêcheur, c'est un document, s'il y a des gens qui ne connaissent pas, le saut pêcheur est un document qui a été trouvé en 1963, voire 1967, parce que personne n'est vraiment sûr de rien. On a des datations différentes. Donc j'ai marqué dans le bouquin entre 63 et 67, on est voilà. Et donc ce saut pêcheur est un document. Alors, saut pêcheur retrouvé par Saunière dans le presbytère de son église. Voilà, dans un tube. Retrouvé par Béranger Saunière dans le presbytère de son église. Et le seul qui nous l'a rapporté, ça a été Gérard de Sède dans le livre fondateur de l'affaire. Voilà, et dans un tube, donc il était dans un tube, scellé, avec des bouts de journaux, je crois, 1907, oui, 1907, et donc qui a été posé dans ce tabernacle. Et donc, à partir de ça, le saut pêcheur a tout un... alors, merde, est-ce que je l'ai photographié? J'en suis... Ouais, ça serait bien. Oui, ça serait pas mal, mais tu sais, comme d'habitude, je suis toujours un peu bordélique. Alors, vous le voyez là, vous voyez, cryptogramme BS. Je suis désolé de vous le présenter comme ça, vous n'allez pas voir grand-chose. Ah, bah oui, voilà, 47. Ça marche. 47, logiquement, on l'a en photo. Parce que mon écrit est quand même franchement anarchique. J'en suis désolé, c'est ma nature. Et donc, à partir de ce moment, voilà, vous avez le saut pêcheur. Alors, dans mon bouquin, il y a une faute volontaire au niveau du cul. Là, vous voyez, du cul, il y a encore la place. Je suis désolé. Oui. Et, mais ce qui est normal, je ne vous expliquerai pas pourquoi. Dans le bouquin, je ne dis rien. Après, vous démerdez. Mais tout le reste, alors, vous avez tout un texte qui vous dit saut pêcheur à l'embouchure du Rhône, son poisson sur le grill, deux fois. Saut pêcheur à l'embouchure du Rhône, son poisson sur le grill, deux fois retourna, un malin sur 20 et 25 fois le goutta. Sur 20 et 25 fois le goutta, il ne lui resta que l'arête. Un ange veillait et en fit un peigne d'or. BS. Cure. Voilà. Bon, voilà. Alors, à partir de ce moment... c'était roulé
Alors, c'était roulé dans un tube cacheté dans l'hôtel et dans du plâtre. C'est ce qui a été expliqué. Après, moi, j'étais pour là, à ce moment-là, je naissais à peine. 67, était vraiment tout petit. Bon, et à partir de ça, tout le monde a cherché. Il y a des tas de gens qui vous donnent des explications sur ce sujet. Ça, ok. Sauf que quand vous prenez le codage HB, le codage dont je vous ai parlé au début, vous le prenez et vous vous en servez pour tout ça, pour tout le pourtour. Et ici, au niveau du UMG LNYY, UMG veut dire, avec le codage, ASM. Le LN ne veut rien dire. Après, enfin, ne veut rien dire. Si, je m'appelle Hélène. Bon, voilà, c'est mon nom, mais là, c'est pas de moi. Hein, ça sera bien pompeux. Et YY égale EE. Donc, si on suppose que c'est Asmodée, parce que là, ça vous fait ASM EE, Asmodée, et vous détachez toute une cellule qui arrive jusqu'à l'arête, ce qui nous fait un total de 63 cases. Pas plus, pas moins. 63 cases, si vous êtes intéressé à l'histoire de Rennes-le-Château, vous allez pouvoir vous dire que 63 cases, ça nous rappelle quoi? La tour Magdala et aussi l'orangerie, la véranda, où il y a 64 cases, sauf qu'il y en a une qui est floutée, enfin qui est rouge à un coin. Donc ce qui nous fait un total de 63. À ce moment-là, je me suis dit, mais il y a une petite chose bizarre. On arrive à l'arête et le YY s'arrête ici. Où ça? À l'embouchure du Rhône. Donc, qui nous fait arriver, vous voyez, là. On est à l'embouchure du Rhône. On nous parle toujours de l'embouchure du Rhône, ici, avec le saut-pêcheur. On est à l'embouchure du Rhône, au Y. Et quand on fait le carré, on est à 63 cases. Est-ce un délire de ma part ou pas? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que quand on descend toute la cellule depuis le Y et depuis le U, c'est-à-dire les 63 cases, on le descend et on suit les préceptes du pépère qui a écrit ça, qui est-il, j'en sais rien, sûrement Boudet, on retourne 2 fois le poisson sur le grill et on le colle au coin. Ça ne donne rien avec le saut-pêcheur, avec le texte. Il faut substituer le texte intégral, c'est-à-dire de tout ça, avec un codage particulier, mais ça, faut le comprendre. J'ai compris. Après, peut-être que c'est... Doucement. Oui, non, là, ça devient plus compliqué. Vous prenez le texte, la vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains, par l'abbé H. Boudet. Ça nous fait un total de 64 cases. Merci, Johan Netchakovic. Quand j'ai fait le calcul, enfin, quand il a fait le calcul, pas moi, et bien là, c'était 64 cases. Je l'ai apposé. C'est-à-dire que la première lettre, la vraie langue celtique, vous faites tout le tour, jusqu'en haut, et jusqu'à H. Boudet, qui est le titre du livre avec sa signature, H. Boudet, vous arrivez à la dernière lettre, au Z, tout en haut, à l'extrémité là-bas, au Z, vous arrivez à la vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains. À partir de ce moment, vous baissez la cellule d'une case, comme il nous l'explique, vous la recollez à l'envers, ici, au coin, et là, je dois l'avoir, si je suis pas trop comique, apparition du titre de la vraie langue celtique, 14, Alex, s'il te plaît. 46. Merci. 14. Voilà. Ouais, on l'avait numéroté. Ouais, j'ai pas le numéro qui apparaît. Je suis désolé, en ordinateur, je suis une braille. Heureusement que j'ai mon fils qui me valorise parce que là, le petit qui est en train de filmer là-bas, c'est le petit, grâce à qui, et Sam qui est ici, grâce à qui aussi j'ai pu faire ce bouquin. Sinon, j'aurais rien fait parce que je suis un guignol et un peu, enfin, je suis un peu évadé, quoi. Donc, voilà, je remets ma blouse après. Et donc, à partir de ce moment, vous retournez toute cette cellule. Là, on passe à la, je pense la photo d'après. Exemple de disposition. Voilà, on descend toute la cellule. Et là, on la retourne. Et on la retourne dans l'autre sens. C'est-à-dire le poisson sur le grill 2 fois retourna. Là, je l'ai retourné, je vous ai fait 4 étapes. Parce qu'il faut le retourner comme ça, mais c'est juste comme ça. Et retourner à l'envers, donc 2 manipulations. Et là, vous arrivez... oui, vas-y. Je suppose qu'il y a la suite. Vas-y. Et la dernière. Voilà. Et là, on a retourné tout le texte à l'envers. Et là, vous arrivez à l'ange du coin. Et donc, qui est nécessaire. Là, je vais me lever pour vous montrer.
Je suis un peu feignasse, mais là, je le fais. Quand même. Ouais, désolé. Alors, l'ange, Baal, à voler, Grual, et arche, et l'arche. Et donc, je ne peux vous expliquer que ça. Déjà, pour cette extraction, c'est déjà quand même fortement évocateur, avec le titre que Boudet nous a volontairement posé ici pour... Alors après, tout le monde se pose des questions sur l'embouchure du Rhône. Il y en a qui ont cherché à Marseille. Oui, non mais après, c'est une recherche comme une autre. Oui. Monsieur Dafos l'avait supputé, tout le bazar, sauf qu'on arrive... l'embouchure du Rhône, elle était à 72 km. Donc entre les Antilles et Jakarta, il y a juste un bras sur la carte. C'est ce que je dis. Bon, là, c'est pour un peu me marrer, un peu foutre le bordel. Mais en même temps, toutes ces recherches sont à valoriser. Il y a des recherches super intéressantes qui sont géniales. Moi, je sors cette supputation. Après, on en conclut ce qu'on veut pour tout ça. Mais ce qui nous montre que le saut pêcheur est fortement utile pour pouvoir décoder. Et si on n'a pas les deux éléments, il faut d'abord avoir le codage HB qui est primordial pour pouvoir décoder tout le reste. Et si on n'a pas le codage HB avec le nous-mêmes de Henri Boudet, eh ben on n'a que dalle. Parce qu'on peut toujours supputer des tas de choses, on peut travailler sur la surface du travail, enfin du boulot qu'a fait Boudet, mais si on n'a pas cet élément primordial qui est HB, donc les initiales d'Henri Boudet, eh ben on n'a que dalle. Et je suppose que c'est quand même un élément vraiment moteur. À partir de ça, on peut décoder toute la langue celtique. Vous prenez les... Ça va, je vais pas trop vite, parce que je connais un peu mon sujet. Je m'en excuse si des gens ne suivent pas. Est-ce qu'on peut montrer l'exemplaire de la VLC que tu as? Bien sûr, oui, pardon. Et même éventuellement le faire circuler pour que chacun jette un œil dessus. Bien sûr. Évidemment, non, je vais le foutre de peur parce que je vais faire des conneries. Voilà, mon exemplaire de la VLC. Alors, il y a eu plusieurs exemplaires. Bon, ceux-ci sont pas mal. Celui-là, c'est celui par Philippe Schroben. Qui a été fait en 1984. Celui-ci, c'est le mien sur lequel j'ai travaillé, qui est une édition de Philippe Marlin de 2006. Problème, c'est que l'édition de Philippe Marlin est avec... Alors, il nous le dit au départ d'ailleurs, Monsieur Marlin nous dit qu'il y a les erreurs typographiques sont à excuser, étant donné que c'était dans l'original. Après, quel original a-t-il pris? Je n'en sais rien. Enfin, où je le sais, voilà. Où je le suppose. Peut-être était-ce une édition spéciale. Et si c'était une édition spéciale, peut-être qu'il a été prévu plusieurs ouvrages par l'abbé Boudet pour pouvoir diffuser un message. Il y a des fautes d'orthographe monstrueuses. Bon, on a des vraies fautes d'orthographe qui sont de notre chef. Il n'y a aucun bouquin sans faute d'orthographe. Après, voilà. Mais il y a des fautes volontaires. Les seuls qui sont considérés par les chercheurs de Rennes, ils vous parlent de la gasse au sanglier, si vous connaissez pour la gasse au sanglier, c'est un des titres qui est page... qui est page, je sais pourquoi. D'ailleurs, oui, je l'ai marqué, mais forcément, je ne vais pas le trouver. C'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Enfin, la gasse au sanglier, c'est un titre. C'est un exemple d'erreur d'orthographe volontaire commise par l'auteur pour donner un indice ou donner une piste, en écrivant gasse au lieu de chasse. On va pouvoir montrer, parce que obligatoirement, j'ai dû le mettre, la gasse. Merde, j'ai dû le marquer en gros, et forcément, je ne le vois toujours pas. Apparition d'après langue celtique. Désolé, je suis pas un pro. Hein. Bah ouais, mais bon. Gasse. Ah bah oui, le voilà. 24, s'il te plaît. J'en suis à compte 14. Ouais. 15, 10 de plus, quoi. 19, 21, si je compte bien. Et donc, cette gasse au sanglier, qui est une faute là, vérifiable, et dans le texte, elle est restée. Non, c'est 14, à l'occasion des fontaines, nanana, on doit être un peu plus loin, nanana, il va y avoir un dessin. Non, là, t'es sur l'hérétique. Faut que j'avance? Ouais, non, faut que tu recules, je pense. La gasse, c'est bon. La gasse, voilà. Donc la gasse. Alors désolé, les photos, elles sont merdiques. Mais vous pouvez voir qu'ici, quand vous disposez avec le système Boudet, alors, je vais vous expliquer quand même la position, parce que là, c'est un merdier incroyable, mais en même temps, c'est cohérent. Enfin, pour ma part. La gasse au sanglier. Bon.
Quand vous le disposez, alors là, j'ai marqué départ du HA, 22e colonne basse. C'est-à-dire... Ouais, lève-toi, s'il te plaît, montre-nous la... Oui, d'accord. Alors, 22e colonne basse. 22e colonne basse. 22e colonne basse. Départ HA. Voilà, nous y voilà. 22e colonne basse, on est au HA. Donc, vous positionnez votre texte, mais alors, on ne le positionne pas n'importe comment. À partir du moment où Boudet vous cite quelque chose, vous met des phrases, il faut prendre avec le saut pêcheur originel, c'est-à-dire celui qu'on vous a montré tout à l'heure, avec toutes les lettres complètement incompréhensibles qui font tout un pourtour de 64 lettres. Ces 64 lettres, quand vous avez deux lettres compatibles entre elles, même des bouts de mots, par exemple pour sanglier, le NG, si vous aviez dans le saut pêcheur un NG, vous posez à cet endroit précis et vous diffusez dans le sens. Vous arrêtez au niveau la 13e lettre, la 12e lettre sur le saut pêcheur qui est YY. Un Y. Alors là, ça va être un peu chiant à expliquer parce que vous avez la 13e lettre, désolé, la 12e et 13e lettre avec le YY d'Asmodée. Vous descendez sur sous les Y de chaque côté et vous le disposez en boustrophédon. Alors boustrophédon, c'est un nom bien savant, je ne connaissais pas avant d'avoir travaillé là-dessus, et donc c'est une disposition, oui, comment attendez, je bug. Prends ton temps. Ouais, mais là, je prends pour mon temps. En boustrophédon, Sam, en vague ou en dent. Et donc, à partir de ce moment, vous disposez votre message dans un sens ou dans l'autre, selon le positionnement des deux lettres compatibles avec le saut pêcheur, qui sont... alors, vous avez toutes les lettres, saut pêcheur, il est là. Donc, vous avez toutes les lettres. Si, par exemple, supposons que vous avez un mot qui se termine par Y et un autre qui commence par un E, eh bien, les deux premières lettres du saut pêcheur, vous avez le Y et le E. Donc, vous le posez YE, mais si, par exemple, vous avez un mot qui se termine par un E et commence par un Y, vous mettez les deux lettres au niveau du saut pêcheur qui vous sert de maître étalon. Et donc, l'étalon, c'est le pourtour du saut pêcheur. Vous posez votre mot et vous le diffusez sur tout le pourtour jusqu'au moment où vous descendez à cet endroit et vous le disposez en vague ou en dents de scie, selon. Et après, vous êtes à la 12e et 13e lettre. Merde, j'ai encore soif. Merci. C'est terrible. Et donc, après, un message se diffuse. Quand vous avez disposé tout votre texte de l'alpha à l'oméga, donc le serpent qui se mord la queue, toujours, vous redisposez jusqu'à la fin de votre disposition, jusqu'à la fin de vos cases. Une fois que vous avez disposé tout votre texte, vous extrayez un message en codage Sestri. Qu'est-ce que le codage Sestri ? Un message qui est un codage qui a été supputé par un seul chercheur de Rennes-le-Château qui s'appelle André Goudonnet, qui a étudié la vraie langue celtique, c'est-à-dire le fameux livre de l'abbé Boudet. Et en 2007, dans le Pégase 2007, qui est édité par Rennes-le-Château, c'était une sorte de gazette, une revue, on vous parle du codage Sestri et du travail sur le saut pêcheur, où M. Goudonnet supposait justement qu'il y avait peut-être un codage Sestri. Maintenant, je crois qu'il n'y croit plus du tout, mais j'ai travaillé là-dessus, je suis tombé dessus et j'ai pu donner un nom à ce codage qui s'appelle un codage en vrac. Et alors, ça paraît, on peut mettre ça en doute parce qu'après, on peut se dire ouais, mais enfin, le mec là, il sort n'importe quoi. C'est un codage en vrac, on peut marquer tout ce qu'on veut. Sauf que tous les éléments et tous les trucs diffusés, enfin tous les messages diffusés par chaque positionnement, ont toujours une relation directe avec le travail de Rennes-le-Château et de Marie-Madeleine, et c'est pas en voulant le trouver. Il s'extrait des messages. Et les messages sont extractibles par le biais de cette disposition sur ce saut pêcheur, avec le texte et avec les phrases qu'a prévu Boudet. J'ai d'ailleurs fait un truc complètement hallucinant dans le bouquin, où j'ai appelé ça le codage esquimau. Où j'ai diffusé tout un message complètement débile, comme vous pourrez le constater.
Merci, Alex. Par rapport à la GAS, Yes. c'est combien GAS? C'était 14, je crois. Ok, merci. 15, Non, c'était pas 14. Non, je suis une brêle, c'est pas ça. À l'occasion des fontaines? Non. Non, bien avant. Et donc... non, ouais, enfin c'est les Esquimaux. La GAS au sanglier, ouais, je sais même plus où elle était. Ça va. C'est là. Merci. Ah, le tableau Esquimau, voilà. Et donc, nous allons vous démontrer par un tour de passe-passe assez incroyable qu'il est tout à fait possible d'écrire un monstre d'ineptie kafkaïenne, donc se faire passer pour le pire des abrutis, mais de tout de même vous passer un message invisible à l'œil, et surtout sans votre consentement. Et donc, on peut diffuser ce message, un message, et d'ailleurs, j'ai fait le tableau Esquimau, qui est juste après, je crois, voilà, où la marche des femmes esquimaux du sud au nord vide la contrée de ses phoques et de ses bananiers, à banals fruits originaires de la banquise. Voilà, c'est un truc complètement débile, sans queue ni tête, et ça prouve que l'on peut écrire un texte complètement hallucinant et débile, tout en cachant quelque chose. Ça serait de la stéganographie ou de la cryptographie. Il y en a qui me disent que non, oui, enfin bon, après ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Toujours est-il qu'il y a un message dedans. Alors, du coup, le procédé, du coup, pour faire sortir positionnement avec, là, tu vois, 11e et 12e lettre de la ligne bosse du saut pêcheur. Allez, on se lève. IT, ouais. Oh, ouais. Et donc, IT, et donc, il doit être là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc, IT, donc, là, je fais coller les deux lettres IT de fruits, donc de fruits, et fruits. Oui, d'accord, c'est vrai. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, après, on diffuse le message, on s'arrête à la 12e lettre où on descend, et on met ou en vague, ou en dents de scie, comme j'ai expliqué. Voilà, alors, on a essayé des messages en vague pour certains messages qui ne donnaient pas grand-chose. Et par contre, Sam, avec le procédé Sam, qui a été super explicite pour le man ou. Et le man ou qui est cité par l'abbé Boudet, alors, qui est un truc complètement délirant. Mais quand on le pose, et là, on a un message vraiment intéressant, mais sous une autre forme. Et là, du coup, on obtient des résultats comme... On obtient des résultats comme Arche de Titus, Trésor, Asmodée, Rome, Christique, Basel. Donc j'ai diffusé un message sensiblement similaire en expliquant des conneries. Et ce qui est super, ce qui est carrément délirant, et on peut cacher ce que l'on veut dans un message complètement à la con. Et d'ailleurs, l'abbé Boudet, après, nous a fait, étant donné qu'il a tenté, enfin il a même envoyé son bouquin à la reine d'Angleterre, qui, paraît-il, l'a remercié. Alors j'ai appris ça depuis peu de temps, sauf que bon, ils n'ont pas considéré le message parce que devait se dire, l'autre il est complètement dingo, il est bon pour l'HP. Ou alors c'est de l'autre au sérieux, ils ne l'ont pas dit. Hein. Oui, voilà. Ouais, mais enfin, il aurait fallu qu'ils comprennent, qu'ils aient la clé du sujet, c'est-à-dire HB. S'ils l'ont trouvé, ils ne l'ont pas dit non plus. Et donc, à partir de ce moment, qu'a-t-il fait? Étant donné que sa vraie langue celtique n'avait pas fait tilt, ça n'avait rien fait, il a codé l'Église. Donc l'Église, parce que les messages de l'Église de Saunière, donc est-ce qu'on faisait le rapport? Le seul rapport qu'il y avait entre Saunière et Boudet, ils étaient potes a priori, plus ou moins potes, mais il a quand même certainement dit à Saunière, tu vas m'installer ça, t'occupe pas pourquoi c'est faire. Et puis, où Saunière le savait, ça on n'en sait rien. Après, les gens qui jurent là-dessus, moi j'étais pas là au moment, j'étais pas né, personne n'était là, Plantard n'était pas là, personne n'a pu l'inventer, Alex non plus, et vous non plus. Donc, et à partir de ce moment, il a diffusé un message avec des fautes d'orthographe, des tons pas latinistes, et puis je suis un peu une brêle là-dedans, j'essaie de m'entraîner, mais je suis une brêle. Mais le latin, paraît-il, de cuisine utilisé, comme le disent beaucoup, est utile pour la diffusion des codages. Et s'il y a certaines lettres que vous mettez, par exemple pour l'entrée, vous connaissez tous, je le suppose, l'Asmodée, qui est dans l'église, la sculpture de l'église, où il y a marqué « par ce signe tu le vaincras ». Et donc, par ce signe, tu le vaincras. L'important, c'est le L et le vaincras. Tout le monde vous dit, c'est le diable, c'est un tel, c'est machin, c'est truc. Oui, alors, en précisant que c'est une phrase attribuée à Constantin lors de la bataille pour Milvius, je crois, en 373.
lors de laquelle il a vu un signe dans le ciel, et à la suite de quoi il a remporté la bataille et il s'est converti au christianisme. Mais la phrase réelle est par ce signe tu vaincras, Voilà. et non pas tu le vaincras. Donc pour que vient foutre là ce le... L'utilité du L, surtout, est intéressante parce qu'elle vous cite dans le codage Graal. Et donc, si on ne cite pas le Graal, et c'est quand même une chose importante. Alors après, on peut voir le Graal si on veut le voir. Alors, regardez tous les codages qui ont été instaurés, ou supputés par certains mecs en vous disant Saint-Roch, Saint-Luc, alors donc Sainte-Germaine, Saint-Roch, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Antoine l'Ermite et Saint-Luc. Voilà. Mais Saint-Luc n'est pas présent dans l'Église. Et ça, il y en a beaucoup qui vous disent ah ouais, mais là, ça vous fait une corrélation, ça vous fait un M, ça vous fait un truc. Saint-Luc, on le trouve que sur la petite chaire, sur le côté, et il n'est pas une des statues, une des grandes statues présentées. Donc après, on peut adapter ce qu'on veut si on a envie. Mais là, je ne cherche pas à adapter ce que je veux, je pose ce que je trouve. C'est un constat. Hein. Et après, c'est uniquement un constat. Moi, je ne cherche pas à adapter un truc et le causer tant bien que mal, ça marche ou ça ne marche pas. J'ai essayé pour le faire. Et donc, après, l'abbé... Qu'a-t-il créé, étant donné que son église, ça ne marchait pas non plus? Qu'a-t-il fait? Il a fait une chose primordiale, terminale. C'était la phase terminale. On arrive aux 33 cartes postales. Les 33 cartes postales ont été quelque chose de terrible parce que c'était juste de la pub pour lui. Il avait l'impression que... Et non. 33 cartes postales éditées par la Bessonnière. Alors, 33 déjà, l'âge du Christ. Il y en a qui vont vous dire 33, le degré maçonnique le plus haut. On s'en fout. Là, le problème, c'est que 33, les gens doivent tilter. Mais en même temps, c'est un prêtre. Alors, on va pas supputer quoi que ce soit. Sauf que quand on pose sur le tableau du saut pêcheur avec la corrélation lettrique entre les inscriptions du pourtour et les lettres compatibles en biprésence, on va appeler ça comme ça, positionnables sur le saut pêcheur et la disposition sur le pourtour, et vous arrivez à des messages. Et le plus éloquent, c'est Rennes-le-Château, jardin potager. Phrase complètement con, présentation. Qui illustre la carte postale. Qui illustre la carte postale. Oui, merci, c'est mieux comme ça, parce que là, désolé. Et à partir de ça, vous avez la disposition jardin potager, vous arrivez à le poser, et là, vous extrayez un truc, un message. Jésus-Christ, tu es le Graal, IHS, notre Père. Après, c'est sûrement un petit message quand même un peu sympa. Puis venant d'un curé, ça peut être un peu sympa aussi. Après, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Moi, je m'en fous. Personnellement, étant pas croyant, je m'en pète complètement. Après, je diffuse ce que j'y vois, que ça plaise, que ça plaise pas. J'y extrais des tas de choses. Et selon les dispositions, pour celle-ci, on arrive toujours à Jésus-Christ, notre Père, mais on peut composer aussi propitiatoire à un moment. Qu'est-ce que le propitiatoire? Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'Arche d'Alliance, donc le fameux couvercle orné des chérubins. Et Boudet nous en parle aussi dans ses codages quand il positionne avec un K, Chrome Lake ou des choses dans ce genre. Oui, voilà, pourquoi il a écrit Chrome Lake avec un K au lieu d'un H, par exemple. Et donc, là, on peut citer le caporette. Et le caporette, qu'est-il? Donc caporette, K-A-P-O. 2P. Alors, 2P. Boudet l'écrit P-O. Ouais. K-A-P-O-R-E-T-H. En même temps, il n'y a pas de faute dans les noms propres. Là, c'est un nom particulièrement propre, étant donné que le caporette n'est que le nom hébreu, a priori, du couvercle orné des deux symboles, des deux chérubins. Et donc, c'est son nom. Et il est unique, il est seul et unique. Il y a des moments, il nous parle d'Éthiopie. Alors, peux-tu nous dire ce que tu m'as dit tout à l'heure sur comment tu as remis la main sur ce terme caporette dans un... Oui, alors j'ai pris... Pardon, merci. Oui, dans un vas-y. J'ai pris le dictionnaire hébraïque, et le caporette n'est pas cité dans le dictionnaire hébraïque. Alors j'ai un putain de pavé comme ça, c'est récent. Sauf que caporette, il ne le cite pas. On le trouve quand on cherche sur l'Arche d'Alliance. Et dans l'histoire de l'Arche d'Alliance, il y a le nom de ce couvercle unique, qui n'est autre que le caporette. Et j'ai trouvé son nom aussi. Il faut vouloir le composer, même en codage Sestri, c'est pas une mince affaire. Mais l'extraction des messages, il faut que vous sachiez une chose, c'est que je n'extrais rien tant que les lettres ne sont pas contiguës.
il faut qu'il y ait une contiguïté entre les lettres et pas une présence dans tout l'ensemble. Il faut qu'il y ait une contiguïté électrique, par moment en paquet et par moment en longueur, et ça vous crée par moment des dessins. Avec la fameuse arche qu'on a vue tout à l'heure, quand tu étais dans le zappage, là, dans le, je sais pas comment on appelle ça, Naïmed, Mano, après Esquimau, il me semble. Il me semble, on voit un dessin. Voilà. Et d'ailleurs, ah bah oui, tiens, attends, il y avait un truc là. Là. Alors, vous voyez là, la disposition de gaz au sanglier, départ de HA, 22e colonne basse, c'est-à-dire là-bas, le HA en bas, tout en bas, là-bas, au bout. Je vais vous montrer. Il faut que je me lève quand même. Là, marqué là. Donc, ici. Et quand vous le disposez comme ça, il vous le ressort sur tous les trucs, Isis, partout. Vous avez Isis, ça va te plaire. Toi qui aimes beaucoup tout ça, le féminin sacré, tout le bordel. Et voilà. Et après, vous avez la composition. Et là, vous avez le Graal qui se détache en croix. C'est pour ça que j'ai mis les trucs en couleur. Je voulais pas trop mettre de couleur. Déjà, ça me coûtait de la thune. Donc, et puis, j'avais pas trop de rond. Donc, j'ai fait comme ça. Et à partir de ça, vous composez Graal. Et au milieu, avec Isis. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est Isis qui a les cuisses écartées et dont le Graal sort, donc la descendance christique des Mérovingiens? J'en sais rien, je suis désolé pour ceux que ça choque. Après, je n'en sais foutrement rien. Pourquoi c'est là? Pourquoi nous l'a-t-il disposé comme ça? J'en sais rien. Après, je vous laisse imaginer, supposer, adorer ou haïr, me cracher dessus, j'en sais rien, je m'en fous. Je dispose et j'explique ce que je peux expliquer. Après, le reste, tout le monde peut travailler là-dessus. Et j'ouvre la porte à tous les décodages parce que je suppose que dans cette vraie langue celtique, il y a au moins, je le suppose, sans savoir, j'en ai déjà fait 400 des tableaux qui ont tous le même message, enfin tous des messages fortement similaires avec, on nous parle de Foulque d'Anjou, Foulque le Roux. Ouais. Et donc quand j'ai vu Foulque, je me suis posé la question, j'ai fait mais Foulque d'Anjou, et à un moment j'ai vu Foulque le Roux. Je fais Foulque le Roux, il y avait un X, qu'est-ce qui venait foutre là dans le codage? Et j'ai trouvé Foulque le Roux, en même temps c'est le même je crois, où c'est un des noms, Foulque le Roux, il existe. Et après, je pose pas la question, je ne sais pas pourquoi ça sort, ça sort. C'est pas un jeu de dés, c'est une présence véritable, diffusée par Boudet. Et si on regarde qui c'est ce Foulque, ça nous raconte quoi? C'est période croisade, mais alors pourquoi il est cité? Il a sûrement un jeu ou un droit d'être là pour quelque chose. J'ai même des codages qui nous parlent de Lancaster, de la cathédrale de Lancaster, à qui j'ai envoyé, d'ailleurs, à Ratzkabiz, donc le batteur des Damned. Bon là c'est un groupe punk que j'ai adoré dans les années 80. Désolé, j'étais un gros fan. Et Ratzkabiz a écrit des trucs sur le Graal. Je lui ai envoyé les codages concernant son pays. Et donc ça parle de cathédrale de Lancaster. Ça nous parle du Graal, ça nous parle de tant de choses. Lancaster, cathédrale de Lancaster, puis il y a un autre truc, Worcestershire. Enfin, Worcestershire en anglais, ouais, Worcester. Pourquoi c'est cité? Je n'en sais foutrement rien. Il y a des W demi. Après, il y a des moments, il nous sort What I am, Who I am, quand on parle de l'arche et autres. Comme l'abbé Boudet était quand même fortement lettré en anglais. Voilà. Mais après, l'expliquer pourquoi c'est là, j'en sais foutrement rien. Mais je donne des informations pour que les gens puissent travailler sur le sujet, parce qu'il y a certainement au moins 3000 codages. 3000 codages? Ah oui, parce que les lettres, si tu veux, quand on peut poser, enfin si vous voulez, messieurs, dames, si on peut poser les lettres, à partir du moment où il y a un bilettrisme, je vais l'appeler comme ça, une présence de 2 lettres compatibles avec le saut-pêcheur, Boudet l'a expliqué en posant les lettres. Ouais, désolé, là c'est un peu le bordel. Tu peux le mettre dans la poche, hein, ton boîtier, hein. Ça te libère une main. Ouais, mais j'aime pas parce que j'ai des poches à la con. Poche de pantalon, libère-toi les mains. J'ai tellement de bordel. J'ai tout là-dedans. Et donc, ces 2 lettres positionnées peuvent vous donner... Alors, vous pouvez les poser à différents endroits par rapport aux phrases. Et il faut d'abord souligner vos présences de 2 lettres par rapport à la compatibilité électrique avec le saut-pêcheur. Et à partir de ce moment, vous les posez dessus et vous diffusez votre message. Toujours pareil, les 12 lettres
Et à la 12e et 13e lettre, vous descendez et vous disposez votre message en vague ou en dents de scie. Alors c'est souvent en dents de scie. J'ai appelé l'occurrence Sam, la fameuse, avec le man où là on a extrait un message très très complet que j'explique dans le bouquin, où vous avez tout un message, mais alors avec un listing assez violent de tout ce qui est précisé par... Et Boudet nous dit bien que le man alors le Manou. d'ailleurs, je le présente à la page 33, étrangement, au message 33. Non, c'est pas page 33. Page 252, mais message 33. Je fais défiler, tu m'arrêtes? Ouais, voilà. Et donc, à partir de ce man il y a une présence d'un message supradéveloppé qui traite un peu de tous les sujets soulevés par Boudet. Alors, est-ce une compilation de tout ce qu'il explique et des choses importantes? Il y a certainement des tas de messages que je n'ai pas expliqués dedans parce que je ne pouvais pas tout sortir et j'ai pas la connaissance suffisante et la culture suffisante pour pouvoir sortir des autres trucs. Mais vous pouvez composer des Asmodeus, Asmodée, il y a plein de choses. Et après, tu as la réponse juste derrière, je crois. Ouais. Non, même pas. C'est celle d'avant. Ouais, non, après encore. Voilà. Oracle, Laval-Dieu, Légion, Médéla, Gorna, Pirate. Alors, Pirate, pourquoi je parle de ça? Parce que là, il y a une forte corrélation avec la Normandie. Étant normand, ça m'intéresse, forcément, mais ça n'a pas été une volonté de ma part. C'est à Rennes-le-Château que j'ai découvert qu'il y avait un lien indéfectible entre la Normandie et tout ça. Il ne faut pas oublier quand même que Monseigneur Billard était originaire de Saint-Valery-en-Caux, à côté de chez nous. Jean Angot, alors je vais vous parler de Jean Angot, c'est encore autre chose parce que Jean Angot a financé la couronne de France à l'époque de François Ier. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent, parce que là, c'est le bordel. On arrive par le biais de la Normandie et avec le financement de la couronne. Jean Angot a servi à financer la couronne, mais par le biais de Fleury, qui était un des premiers pirates officiels pour la couronne de France, Corsaire. qui est corsaire pour les Français, mais pirate pour les autres. Bon, donc c'est toujours ça la différence, enfin généralement. Oui. Bon, c'était un pirate pour les autres et pour les Espagnols en l'occurrence. Et là, j'ai extrait du Charles Quint, du Tudor, qui était en forte relation avec Charles Quint. On marque Charles Quint, on marque Voilier, machin, et on peut citer Cuauhtémoc. Et donc Cuauhtémoc, qui était-il? Le dernier empereur inca pillé par Cortés, et il s'est fait piller son trésor d'abord par Cortés, mais Cortés, en revenant vers l'Espagne, s'est fait piller, lui, par Fleury, financé par la couronne de France, pillant ce trésor, et étrangement, dans les îles Chausey, qui sortent dans les codages, sans vouloir les sortir, îles Chausey, un des bateaux disparaît avec un trésor énorme. Pourquoi Boudet, à Rennes-le-Château, n'étant jamais sorti de l'Aude, nous parle-t-il d'un sujet qui est complètement hors territoire? J'en sais rien. Ont-ils ramené ça ici? Faut pas oublier quand même que cette terre était quand même terre d'Espagne, à une époque. Charles Quint était quand même sûrement propriétaire du coin à un moment. Il y a eu sûrement des tas de choses. Après, ça, je laisse ça aux scientifiques et aux historiens de la région. C'est passionnant aussi. Mais le problème est toujours est-il qu'on nous cite Tolède, lieu d'exécution du fameux Fleury, en 1527. Et sachant qu'on a aussi un des seigneurs propriétaires de Rennes au XVIIIe siècle qui s'appelait Fleury aussi. Fleury, oui, aussi. Oui. Est-ce que c'est de la parenté? Alors, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de corrélation familiale, mais après, peut-être qu'il y a eu des écrits qui ont disparu. Fleury, F-L-E-U-R-Y, qui est appelé Jean Florin, en fin de compte. Florin, c'était son surnom. Et il était né à Watteville-la-Rue. Donc, Watteville-la-Rue, un petit patelin, si vous connaissez la Normandie pour certains, c'est un patelin au Pays de Caux, mais alors de l'autre côté de la Seine, comparativement aux autres patelins étranges. Mais habitant, Watteville-la-Rue, c'est en face Villequier. Et Villequier, lieu où habite Victor Hugo. Et où était Victor Hugo? Il y a le musée Victor Hugo là-bas, étrangeté. Victor Hugo, toujours supposé, faisant partie du prieuré de Sion, on vous a parlé de tout ça, alors ça on s'en fout. Mais cependant, mais on peut préciser par exemple que Jules Verne considérait Victor Hugo comme son maître. Oui, et voilà. Et que toute l'œuvre de Jules Verne ramène à Rennes-le-Château. Et après, on passe par Arsène Lupin. Mais Arsène Lupin, apparaissant en 1905,
Pourquoi Victor Hugo, en 1866, dans Les Travailleurs de la mer, là, merci Alexandra Schreier, une pointure comme on n'en fait pas, ou on en fait peu. Alexandra Schreier, qui valorise ces histoires et qui est géniale, nous parle de Victor Hugo, de tout ça. Et dans Les Travailleurs de la mer, en 1866, apparaît Mabillé Lupin. Pourquoi Mabillé Lupin? On ne sait rien. Qui est Mabillé, qui est Lupin? Mais déjà, ça nous positionne Victor Hugo. Et l'apparition, a priori, de Lupin. Et après, on est à Étretat, la Normandie, le code DF avec Lupin, qui nous ramène toujours, et le code DF et le code Boudet, et le code HB, inversé, mais le code, comme je l'explique, le DF inversé, et le code DF qui serait deux lettres positionnées là par Arsène Lupin et pas par l'abbé Boudet, et qui revient toujours au code DF et au code Boudet. Pourquoi tous ces mecs-là étaient très certainement en groupe. Maurice Leblanc était quand même dans le collège où était l'abbé Monseigneur Billard, oui, quelques années avant. Enfin, il y a toute une histoire avec la Normandie. Pourquoi l'abbé Boudet nous parle de la Normandie alors qu'il n'a jamais foutu les pieds? Il n'est jamais sorti de l'Aude. C'est ce qui a été dit. Donc après, il y a plein de questions à se poser que je soulève. Je soulève les questions sans donner de réponse parce que j'en sais rien. J'essaie d'expliquer au mieux et vous donner des pistes pour tout ce beau monde qui apparaît, qui disparaît. On va quand même faire lecture du contenu des extractions parce que c'est quand même, oui. C'est quand même prodigieux. Les légions, enfin Lavaldieu, c'est un lieu dit ici, hein, à côté de Rennes-le-Château. Lavaldieu, oui. C'est le plateau du reste où l'ancienne Rédé a été bâtie. Légion, Médéla, c'est une phrase qui est inscrite en bas de l'hôtel où Madeleine oui. est sculptée dans l'église. Voilà. Urna, urne, pirate, on en a parlé, celtique, qui est Louis Mosqueron. Alors c'est qui celui-là? Alors Louis Mosqueron, alors celui-là est un armateur. Après, c'est un armateur qui est apparu alors, au 18e. Là, c'est très très étrange. Il est à Cherbourg. Ouais. Et le mot Mosqueron apparaît partout. Alors logiquement, Mosqueron de la Fauvellerie, qui est connu vaguement à Cherbourg, il apparaît par contre, il apparaît dans les codages et on ne peut rien composer avec. Et à chaque fois, il apparaît en médaillon. Et ce mec-là était un armateur. Et à un moment précis, il était commerçant et il est devenu armateur. Et il s'est enrichi de façon anormale, un peu comme l'abbé Boudet, comme l'abbé Saunière. Pourquoi? Je le fais apparaître parce que je le trouve dans les codages. C'est tout, c'est la seule raison. Et est-ce autre chose? Ou est-ce que ça compose d'autres mots? Je ne sais rien. En tout cas, c'est ouvre d'autres pistes, hein, pour le coup. Ah ouais. Après, satanique, Marie de Narnaud, oui. Donc la servante et la compagne de Béranger. Ouais. Temple de Salomon, voilà, dont le trésor est supposément planqué ici. Ouais. Document miracle, Corsaire, Charles Quint, Carcassonne, Léonard de Vinci. Ouais. Oui, ça se compose. Alors, en codage Sestri, toutes les lettres sont liées. Alors après, on peut dire, ah bah ouais, facile. On trouve ce qu'on veut. On a même essayé avec des chanteurs. Avec Sam, on a essayé des chanteurs avec des tas de conneries. Il y a des trucs qu'on n'arrivait à rien composer parce que, non, même en le voulant. Démoniaque, secte, Cuauhtémoc, oui d'accord. Cuauhtémoc. Le fameux empereur Inca. Le dernier empereur par Cortés. Dernier empereur Inca, qui a d'ailleurs fini sur le grill. Il a fini sur le grill. Et puis, Cuauhtémoc, on en parle. Jules Verne en parle dans un bouquin qui s'appelle machin des explorateurs ou de la Terre. Je ne sais plus le titre. Ouais. Mais enfin, c'est un truc de la Terre. Et désolé, j'ai plus le titre en tête. Et ce titre, à un moment, il parle du pillage de Cortés, fait par Cortés pour les Incas, ouais. Sauf qu'il omet quelque chose. Et dans cette histoire de Rennes-le-Château, toutes les omissions sont les bienvenues. Ouais. Le problème, c'est qu'il ne parle pas de la chose la plus importante, c'est-à-dire le pillage du Cuauhtémoc par Fleury et la disparition du trésor. Ouais. Ça, il n'en fait aucunement mention à la découverte de la Terre. Voilà. C'est à la découverte de la Terre par Jules Verne.
par Jules Verne, parce qu'il y a quand même 67 écrits et 37 nouvelles, et je cherche toujours les originaux. Je dois en avoir une quarantaine, mais enfin, j'ai pas tout, hein, mais j'en ai quand même un bon paquet. Ensuite, on a Saunière, la Ménora, le propitiatoire, tu en as parlé. Oui, le propitiatoire, les quel stigmates. couvercle, stigmate, ouais. Après, pourquoi c'est là, j'en sais rien. C'est pareil. Cousin germanique. Oui, Ça oui, tombe bien. cousin germanique, Tudor, cousin Empire germanique. Carla, c'est un lieu-dit en contrebas de Rennes-le-Château. Ouais. Normandie, généalogie, César, langue, Aaron, Tolède, Asmodée, Arche de Titus, puisque Titus est supposé avoir ramené l'Arche d'Alliance à Rome après le pillage de Jérusalem en 70. Météoritique, et pour finir, Véronique, celle qui Pour le voile, le fameux voile. Et d'ailleurs, le voile de Véronique, on le retrouve aussi cité textuellement. Et quand il nous parle d'un voile de présomption, ou je ne sais plus quoi, dans un de ses textes, après, quand on lit le texte, généralement, on a la réponse cachée, enfin, stéganographiée ou cachée ou autre, dans la suite et dans le tableau. Donc, les explications de Boudet ne sont qu'une. Il soulève un sujet et il ne répond jamais au sujet dans la vraie langue celtique. Et quand vous mettez le tableau en suite, eh ben vous avez la réponse. Par exemple, la page 111, Templier. Attends que je vais avoir mis celui-là. Templier. Page 111. Est-ce que je vais savoir te le retrouver? C'est un peu le bordel, mais. Page 111. Non, je ne vais pas te le retrouver là. Comme ça. Oui, voilà. 44, presque à la fin. 44. Alors, Taker Héritage. Ah, Taker Héritage aussi, on peut en parler après. 43, ouais, c'est presque à la fin. Voilà. Ah, bah, Taker Héritage, c'est ça. 2, 3 après. 2, 3. Ouais, voilà, ça va être là. Non. Noé. Noé, donc, ouais. Alors là, Arche de Titus, Chevalier Templier, Torah, IHS, Arche de Titus. Et là, j'en ai parlé. Alors là, c'est un peu imbriqué et c'est un peu bordélique comme dans ma tête. Non. Si, quand même, tout de même. Je suis désolé, je m'en excuse, mais Faut comme on peut. ça ne changera rien. 43. Donc, on nous parle des chevaliers templiers. Sauf que, page 111, Boudet nous parle il nous dit des hommes enfermés dans des cages de fer surveillent l'arche. Il parle d'une chose où il nous dit l'arche est surveillée par des hommes dans des cages de fer. Et là, pourquoi? Comment? C'est des sadomaso? C'est quoi? Eh non, pas du tout. C'est, si on veut chercher ce chevalier templier, et j'ai trouvé chevalier templier. Alors pourquoi les hommes dans des cages de fer? Et il nous donne la réponse après. Eh ben, c'est des hommes en armure. Voilà. Donc, c'est positionnage, enfin positionnage si ça se dit, j'en sais rien. Ouais, positionnement, bon voilà. Positionnement, et après, extraction du message, et il nous répond en cachet. Ouais. Donc, il nous donne une question qui traite d'ailleurs tout le bouquin, si vous le connaissez un peu, ce bouquin de la vraie langue celtique, c'est basé quand même sur l'anglais phonétique pour le départ. Et il nous donne des décompositions lettriques et phonétiques de chaque mot. Par exemple, on va dire, j'en sais rien, chevalier, par exemple. Le che, des trucs hallucinants. De toute façon, c'est même pas explicable. Chi, elle, val, valet, yé, ir. Et il est capable de délirer sur tout ça. Et donc, on se penche sur le décodage. On suppose que c'est lettriquement... avec la langue des oiseaux, c'est un peu attaqué, c'est un peu le délire. Et en fin de compte, il y a une deuxième apparition pour l'anglais phonétique qui est en fin de compte présent. Mais il ne nous parle pas de celui-là. Et il nous parle de celui que j'ai certainement découvert. Ça paraît quand même. Oui. Oui. Après, on peut juger autrement. Non, mais tu l'as découvert. Voilà. Mais quand vous penchez dessus, vous apercevez que il y a bien un résultat. Alors, des lettres sont contiguës, c'est-à-dire qu'elles se touchent, tu peux composer des mots. C'est pas impossible à inventer, ça a été. Non, c'est pas impossible. Voilà. De toute façon, je l'explique et j'explique comment il a pu le faire aussi. Oui, mais voilà, je dis c'est impossible que ce soit au hasard qu'il ne l'ait pas fait exprès. Ça serait étonnant. Voilà. Ça serait étonnant, c'est toujours possible. Enfin, j'en sais rien. Voilà, c'est tout. Après, j'ai extrait des tas de messages. Voilà. Après, vous voyez, vous avez dans le bouquin, vous avez des tas de trucs, des tas de... tout au début, avec les rapports à Figuier.
Et donc Figuier, fameuse histoire du figuier. Alors, le figuier... Bon. D'abord, c'est l'auteur d'un livre. C'est l'auteur d'un livre qui a été... Alors lui, il était... il a fait de tout. Il a fait de tout. C'était un scientifique du 19e qui a écrit des tas de bouquins sur tout. Et donc, et il nous parle de l'homme primitif. Et l'homme primitif, je l'ai. Alors après, j'ai commencé à décomposer sur le livre de Figuier. Et Philippe Schrauben explique que ça n'aurait pas pu parler de Cro-Magnon. Alors c'est un peu tordu, c'est difficile à appréhender quand on n'a pas le bouquin devant soi. Là, je suis pour le coup, c'est un peu le merdier. Mais il nous dit qu'on ne pourrait pas traiter de Cro-Magnon, sauf que c'est faux. Donc il y a un mensonge quelque part, il y a sûrement une volonté de cacher quelque chose. Et dans le Figuier, en 1870, oui, effectivement, il parle de Cro-Magnon. Et Schrauben nous dit le contraire. Donc souvent, c'est repris par d'autres gens qui répètent bêtement comme des perroquets sans comprendre ou sans savoir vraiment et sans avoir cherché la source. Étant possesseur du bouquin, j'ai pu le faire. Ouais, je l'avais marqué quelque part, je ne sais plus où c'était. Enfin, c'est toujours le bordel, comme d'hab. Mais bon, c'est pas grave, vous le saurez, et j'en traite dans le livre. Enfin, si toutefois vous êtes intéressé par le bouquin. Mais après, il y a des tas d'explications, et je soulève des tas de sujets qui n'ont pas toujours d'explications parce que je ne l'ai pas. Après, on peut supputer des tas de choses, mais je donne des tas de pistes liées à ce saut pêcheur, au texte de l'abbé Boudet, et il y a un lien indéfectible entre la vraie langue celtique, le saut pêcheur, Asmodée. Pourquoi est-il la clé du problème? Parce que Asmodée, il apparaît quand même à la 7e jusqu'à la 13e lettre dans le pourtour original du saut pêcheur. Vous avez Asmodée qui apparaît, et donc qui est une clé de tout ce sujet. Pourquoi Saunière nous l'a-t-il mis en premier? Il est le protecteur du temple de Salomon. Donc, à savoir ça, déjà, quand on sait ça, s'il est protecteur du temple de Salomon, pourquoi? Et pourquoi on le montre lui plus qu'un autre? Pourquoi est-ce lui et pas le diable, comme tout le monde se prête à le dire en disant « Ouais, c'est le diable, non, c'est pas Asmodée ». C'est vrai, il y a Rudy, par exemple, qui l'a dit et qui a dit ah ouais, mais on n'a jamais prouvé. Il avait raison en disant non, Asmodée, il est cité nulle part. Sauf que quand on décompose avec le codage HB, donc qui ne sont que les initiales de Boudet, c'est tout, pas plus, pas moins, ces initiales, on arrive à Asmodée. Donc il y avait une corrélation entre la vraie langue celtique et ce saut pêcheur. Et ça, j'en déborderai pas parce que c'est une évidence que je peux prouver, que vous pouvez vérifier. Vous pouvez le vérifier, vous faites le codage comme je l'explique, et vous avez des centaines de messages qui sont diffusés avec l'extraction. Et à partir de cette extraction, vous pouvez composer tout un truc. Alors après, on peut en extraire, comme je vous ai dit, au moins 3000, je suppose, mais peut-être 6000, peut-être 5000. Et à partir de ça, il doit y avoir, dans cette composition et dans ce positionnement de tous les messages extraits par Boudet, enfin, diffusés par Boudet, qui seront extraits plutôt par vous que par moi, ou par qui que ce soit, on s'en fout. Mmh. Et à partir de ce moment, on peut certainement disposer le message en ligne et avoir un véritable texte. Ah là, recomposer, d'accord. Ah là c'est monstrueux, oui. Parce qu'on a que des noms, ça manque de verbes. Oui, mais après, on peut inverser, il faut inverser. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, c'est que source, le mot source, je vous en ai pas parlé, mais le mot source en codage, pourquoi Boudet nous en parlait-il tout le temps sans qu'on ne sait pas, on nous parle de sources, oui, c'est des sources, il y a des sources ici, il y a des sources là. Et pourquoi en parle-t-il alors que c'est des sources, quoi? Oui, mais source, avec son codage HB, ça veut dire Elohim. Et quand vous l'inversez, alors pourquoi il l'utilise souvent? C'est peut-être pas parce que c'est des sources, mais tout simplement parce que ça veut dire Elohim. Et il y a certainement dans le message codé en anglais phonétique une réponse ou une disposition particulière dans un sens, dans l'autre, et qui va nous donner tout un message. Comment doit-on le composer? J'en sais rien. Je n'ai pas encore trouvé le truc. Je suis toujours dessus, je suis toujours plongé dedans. Mais après, j'ai pas la science infuse. Combien de degrés tu as fait jusqu'à présent? On a dû en faire 400 avec mon fils, puis avec ma chérie. On a fait ça, on était, il y a des moments, le week-end, on se penchait dessus. On a inversé toute la table des matières. D'abord, on l'a décryptant, l'électriquement, avec le HB.
uniquement le HB normal et pas le HB inversé, parce que sinon ça m'a fait 2 fois plus de boulot. C'est un calvaire. Mais bon, ça marche aussi, il n'y a pas de raison. Ça doit marcher. Et quand on l'inverse, après, nous avons tout un texte qui se diffuse en attachant façon médiévale où tout est attaché. Donc, vous mettez à la suite tous les mots en inversant votre table des matières. Et là, il ressort des mots comme Elohim, comme Elohim, ça s'écrit I-Y-W-L-O-I-M, comme pour le nom de Dieu, par exemple, avec page 33, dont on parlait tout à l'heure. Juste avant page 33, l'abbé Boudet nous parle de... oui, alors là, je l'ai foutu là-dedans aussi. Page 33. Désolé, c'est toujours le bordel. Alors, page 33... Page 33, enfin, page 33, Boudet nous parle du Y, le Y. Et la fameuse apparition du Y, il nous dit que c'est pas présent dans la langue... tiens, j'en sais rien où ça va être. Je fais défiler, arrêtez-moi. Ouais, tu veux que je regarde? Alors, page 33, bon, ça c'est pour les N inversés. Tu me dis si on y revient. Hein. Comment? Non, t'inquiète pas. Okay. Page 33. Boudet nous parle de la fameuse présence du Y dans l'hébreu. Et il nous dit, par contre, le Y n'est pas présent dans l'hébreu. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était le Yod ou le je sais plus quoi. Là. Le Yud. Oui. Ouais, bon. N'étant pas hébraïsant et connaisseur en langue hébraïque, je ne peux pas vous dire. Oui. Par contre, il nous dit que le Y est fort présent dans la langue celtique. Pourquoi le dit-il? Alors, cette langue celtique où il y a le Y, bah forcément, avec le HB, le E correspond au Y. Donc, le Y et le E, s'il est présent fortement dans la langue celtique, le E est fortement présent dans la langue française, étant donné que c'est la lettre la plus utilisée. Donc, le E est en corrélation avec le Y, ce qui nous fait une présence, oui, il nous parle d'une chose qu'on ne peut pas vérifier si on n'a pas le HB. Voilà. Après, là, je peux expliquer ça... de façon très facile, parce qu'on peut le vérifier à la page 33 du bouquin de Boudet, de la LVLC, et qui est invérifiable autrement, parce que si on le lit, ça veut dire quoi? J'en sais rien. Et là, tiens, c'était page 7, c'est tout au début. Je suis con, en plus, je l'ai encadré. Je suis vraiment une balle. Je ne sais plus si j'en suis sur... reprends au début, t'emmerdes pas. Et c'est la 7e. Page 33, je l'avais encadré en plus parce que c'était important. Et, comme d'habitude, c'est toujours le bordel. Vas-y. C'est rien. Vous m'en excusez encore si toutefois vous le voulez. Mais de toute façon, si vous lisez mon bouquin, vous apercevrez que c'est fortement anarchique aussi. Voilà, je te laisse faire. Ça va vous faire du bien. Exprimer la trinité des personnes dans l'unité divine. Non, tu lis plus bas. Les pronoms personnels? Ouais, t'emmerdes pas avant. Les pronoms personnels. Plaçons en regard les 4 lettres hébraïques. Attends. Ah bon, moi je te laisse pas. Prenez le temps de dire que tout le monde ne connaît pas la VLC. Hein. Désolé. Ni même moi d'ailleurs. Les pronoms personnels de la langue hébraïque ne se rapportent donc pas aux 4 lettres Yud et, enfin UI, Vav et, qui forment le serment de Jéhovah. Cependant, Li Yud se trouve parmi les pronoms affixes de la première personne qui correspondent aux pronoms réfléchis et pronoms adjectifs possessifs de la langue française. Plaçons en regard les 4 lettres hébraïques Yud et Vav et qui composent le nom divin révélé à Moïse, les pronoms personnels de la langue celtique I, I, we, vi. Et nous pourrons être légitimement étonnés du résultat. Observons en passant que l'alphabet hébreu ne possède pas d'Y, tandis que cet Y est dûment renfermé dans l'alphabet celtique. Nous avons donc en réalité, dans les pronoms personnels celtiques, les 4 lettres formant le nom divin. Voilà. Oui, à partir de là, je ne peux pas vous expliquer plus. C'est à vous d'en déterminer la véritable présence. Oui, ce qu'il a voulu dire. Ce qu'il a voulu dire. Qu'est-ce qu'on fait avec ce... Et voilà, pour le E qui est à permuter avec le Y. Merci. Voilà. C'est toi, merci Alex. Merci Franck, c'est toi qui as fait le taf. Hein. Oui, bon. mais voilà. Là, c'est, je pense, assez explicite. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Oui, non, continue. Ça va, je vous fatigue pas trop? Je suis pas trop chiant? Merci. Alors, de quoi peut-on parler maintenant? On peut arriver à quoi? Tiens, vas-y, fais-nous défiler un peu le bordel, là. Ouais. Donc ça, on va si tu peux, et on va voir un petit Esquimaux. peu. Ah, alors le riz ongoloïde, voilà. Alors, ça, c'est... Oui. Oh, alors ça, riz ongoloïde. Ah oui, là, c'est un calvaire. Laisse-moi lire la page, parce que ça va être cossu aussi. Alors, c'est du brutal, désolé. Monsieur Prunier, deuxième ligne, Monsieur Prunier appelle race riongoloïde primitive ses premiers habitants de notre sol. Nous verrons plus loin que ces crânes
que des crânes et d'autres débris retrouvés en Belgique par M. Dupont, à Solutré dans le Mâconnais par M. de Ferry et à Bruniquel par M. Brun. Enfin, les mâchoires provenant d'Aurignac et d'Arcy-sur-Cure confirment cette conclusion. Les hommes appartenant à la race mongoloïde primitive avaient la tête généralement arrondie, le visage taillé en losange, les mâchoires et les dents un peu dirigées en avant. Enfin, selon toute probabilité, le teint brun et les cheveux noirs et durs. Il existe encore des restes de cette race mongoloïde primitive, ce sont les Basques. Les Ibères ont donc laissé des traces non équivoques de leurs habitudes de chasseurs et des restes de grands ours et de mammouths retrouvés abondamment dans les cavernes attestent que la chair de ces animaux entrait dans leur alimentation. Le nom porté par les Ibères confirme pleinement toutes ces appréciations en déclarant qu'ils étaient chasseurs d'ours et que la chair des ours était leur nourriture habituelle. To eat, manger, bear, beer, ours. Ça, voilà, un exemple du décodage phonétique farfelu de l'abbé Boudet, mais qui... Je le fais tourner, regarde, c'est page 130, et là vous pourrez vérifier. Alors, là, voilà, pourquoi est-ce que je parle de ça? Rayon gauloïde, qu'est-ce que ça veut dire? Bah rien. Ça peut éventuellement nous parler d'une race, noir gauloïde. Oh, j'aurais pas le droit, ça sera défendu par cette République, je m'en fous. Et donc, race rayon gauloïde. La République, c'est ici. Donc, non, elle est nulle part, je m'en fous. Noir gauloïde. Noir gauloïde, ça veut dire quoi? Imprimé dans le bouquin, alors, édition 2006, par Monsieur Marlin. Monsieur Marlin nous en parle. C'est le seul, d'ailleurs. D'où est-il extrait ça? Il nous parle de fautes d'orthographe, d'erreurs typographiques dans son livre. Donc le livre édité en 2006, qui est une copie conforme de la vraie langue celtique, et il nous parle des erreurs typographiques présentes, et qu'il n'a rien retouché. Bon. Sauf que vous prenez les autres éditions, vous pouvez prendre la même page 130 pareil, bah, je vous le laisse circuler, vous allez pouvoir le vérifier vous-même. 129, 130. Rayon gauloïde, bah là c'est mongoloïde, qui est un peu plus logique, et qui est extrait du livre de Figuier. Alors le problème avec ce livre de Figuier, c'est que quand vous avez l'édition 1870 et l'édition 1873, dont M. Schrobon nous parle, M. Schrobon qui nous dit « Il ne pourra apparaître en aucun cas, d'ailleurs au début de son bouquin, il ne pourra pas apparaître en aucun cas dans ce livre, enfin dans le livre de Figuier qui est étudié par l'abbé Boudet, dont il nous parle tout le temps en annexe, et il ne pourra apparaître en aucun cas, désolé je me répète, le Cro-Magnon, parce que trop récemment découvert. Découverte du Cro-Magnon 1868, édition première de Figuier 1870. Il a eu le temps quand même en 2 ans, et Monsieur Schrobon nous dit que ça n'existe pas et qu'il n'aurait pas pu parler du Cro-Magnon alors qu'il en parle tout à fait dans son bouquin où il nous parle du Cro-Magnon. Cro-Magnon, j'ai dû le noter quelque part. Aussi, adaptation, rayon gauloïde, nana, faute mongoloïde, extrait, Schrobon. Fausse affirmation de Schrobon. Voilà, on est au 10. Toc, la 10e. Il y avait le Y, le nom de Dieu. Si, c'est bon? Et donc tu l'as. Impeccable, on assure comme des bêtes. Selon la vraie langue celtique, page 130, nous trouvons la note L'homme primitif par M. Louis Figuier, page 113. Normal matériellement pu. Bon, alors ça, c'est l'extrait du bouquin de Philippe Schrobon en 1984, où il nous dit, oui, désolé, tu étais en pleine... du coup, je vais la lire avant que tu expliques. Je te laisse faire. Reportons-nous à l'édition la plus courante de cet auteur, c'est-à-dire celle de 1870. Nous constatons que rien à la page 113 ne correspond au passage cité. Devant un personnage aussi curieux que l'abbé Boudet, certains se précipitent dans des interprétations et des décodages nébuleux. La vérité est toute simple. En 1870, l'homme de Cro-Magnon venait d'être découvert et Figuier n'aurait matériellement pas pu en parler à cette époque. En fait, le passage qui correspond à la page 113 est tiré de la 3e édition de 1873. Voilà, et donc, j'ai créé mon bouquin sans savoir que cette citation existait. Et quand on est revenu de Rennes-le-Château avec Sam, il y a 3 ans, un truc comme ça, ouais, Sam m'a offert le bouquin après, il m'a dit tiens, moi j'en ai rien à foutre, je te le file. Et là j'ai lu ça, j'ai fait merde. Et il parle d'un truc dont j'ai traité et je ne savais pas. Et là j'ai pu vérifier avec l'édition que je possède de Figuier de 1870. Alors c'est un peu tordu parce que là il y a des dates, il y a des trucs. Et avec Cro-Magnon, moi qui suis un fan de Néandertal et de toutes ses recherches, là je suis tombé sur Cro-Magnon. Bon, dommage, j'aurais préféré que ça soit Néander, mais parce que j'aurais pu développer un peu plus ce sujet, ça m'aurait plu. Mais donc à partir de ça, je pose des questions, je soulève
des interrogations. Ne sachant pas quoi répondre, j'ai contacté Monsieur Marlin pour savoir s'il y avait des erreurs. Alors sur le net, hein, j'ai une braille. Heureusement qu'il y avait mon fils qui est super bon là-dedans et qui a réussi à se démerder. On l'a contacté, on a passé 4 ou 5 messages. Monsieur Marlin nous a pas répondu. Alors bon, en même temps, quand on est éditeur et tout le bordel, peut-être qu'on n'a pas envie d'avouer ses erreurs, ou alors c'est volontaire. Sont-elles là volontairement, ces fautes? Ou pas? Rayon gauloïde, est-il là volontairement ou pas? J'en sais rien. J'ai soulevé une interrogation, mais il y a plein d'autres fautes qui sont présentes dans ce livre. Étant donné qu'il y a des fautes typographiques, mais qui nous l'annoncent, il n'y a rien de honteux. Moi, j'ai fait des fautes typographiques, mais là, c'est moi, parce que j'écris comme une brêle. Mais à côté de ça, voilà. Mais quelque part, après, faut essayer d'y comprendre quelque chose. Mais quoi? Monsieur Marlin a-t-il un autre ouvrage que l'ouvrage originel offert par Boudet à ses clients, à ses amis, à ses machins? Y avait-il plusieurs éditions? Ou y en a-t-il qu'une seule? En a-t-il fait tirer que tant? On nous dit toujours 500, mais personne ne sait rien et tout le monde brade là-dessus. En existe-t-il plusieurs typographies, avec des typographies, avec des erreurs volontaires et avec un message codé alors que les autres n'ont pas certains messages codés? J'en sais rien. Je soulève le sujet. Après, je peux rien vous dire de plus. Ça sera à vous de chercher si ça vous intéresse. Et parce que c'est quand même franchement passionnant. J'y ai passé 5000 heures à peu près, en 2 heures par jour pendant 7 ou je sais plus combien, voire plus, parce que j'ai fait chier toute ma famille avec ça. J'ai saoulé tout le monde, c'était comique, mais ils m'ont pris vraiment pour un cinglé, mes potes pareil. Mais c'est très rigolo. Après, bon, quand on se lance là-dedans, c'est une affaire, ça nous rend plus dingue que ouais, on est habité, quoi. Toi, Alexandre, t'es le premier à être habité. Bon. On est tous un peu tarés, et c'est ça qui est génial. Bah oui. Sinon, ça marcherait pas. Hein. Ah bah non, faut être possédé, quoi, par le truc. Faut avoir l'esprit en soi ou la folie, tout simplement. Ouais. Faut être barge. Et puis, c'est génial quand on se barre. Bah voilà. Quand vous commencez à bosser là-dessus, faut pas hésiter. Si on voit des trucs, même si ça nous convient pas, c'est là. On va pas l'inventer. C'est présent. Mais regardez, j'en ai un exemple. J'ai un exemple de mes cahiers. J'en ai au moins une dizaine à la maison, avec des codages à la con. Des cartes, des tas de trucs, j'explique des tas de choses, je fais des cellules, j'en ai fait pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines. J'ai foutu toute ma bande là-dedans, on s'est tous mis à décoder, on a vachement décodé, ça pour décoder à plein tube. Merci Claude, c'est mon pote. Et donc... et c'est un décodeur. Non, c'est un décodeur, mais de première. Donc, voilà. Oui, monsieur. Ma question serait, oui. Est-ce que vous avez fait une synthèse Pas du tout. de tous les messages qui en sortent? Alors, j'en ai fait dans le livre. Est-ce qu'il y a votre impression? À mon impression, j'en ai pas. Monsieur, J'ai une tête à avoir une impression. Non. Non, alors, que veut-il dire? Je n'en sais rien. Je diffuse ce que j'ai trouvé. Je vous donne la possibilité d'avoir un choix personnel. Je n'interprète rien parce que je m'en fous complètement. J'ai extrait le message. Après, je ne peux pas vous dire, je ne vais pas chercher à interpréter. J'ai extrait ces messages. Je ne vous dis pas pourquoi c'est là. Par moment, je peux avoir un petit sentiment, un petit truc de lucidité. Mais bon, après, je serai un peu trop caustique et je suis un gros con, donc je pourrais être... voilà, je suis désolé pour les propos. Mais je vous laisse interpréter à votre guise. Est-ce une interprétation? C'est une présence. À partir de cette présence, je vous laisse faire le choix du reste. Vous avez les messages, vous comprenez comment ils peuvent se diffuser, comment ils doivent se disposer, comment les lettres se positionnent. Après, à vous de faire le boulot. Si vous avez envie, porte ouverte au décodage. Et puis, quel qu'il soit, les gens extraient leur message. Après, c'est pas mal de turf, mais c'est une éclate totale. C'est génial. Et après, on extrait nos messages. Après, il y a certainement un sens de diffusion. Il y a certainement un sens de positionnement. Je ne peux rien dire parce que j'en sais rien. Ça serait bien pompeux de ma part de le savoir.
Donc, cherche pas à me valoriser. L'important, c'est ce qu'il y a là-dedans et que le message peut se diffuser maintenant. À vous d'en juger et de vous dire ouais mais non ce mec là c'est un allumé, il est parti sur un truc ou alors vous dire ah bah putain c'est cohérent et mais je vais vous faire circuler ça si vous le désirez. Je vous passe mes codages, je le passe à qui vous voulez, tenez. Et donc tiens Alex, et donc vous allez voir par rapport à des cellules, ça c'est le jardin potager, Rennes-le-Château jardin potager, inscrit sur une carte postale, dans les 33 cartes postales, comprises dans les 33 cartes postales diffusées par la Bessonnière, là, pardon. Alors après, peut-être sur les ordres de Boudet, ça on n'en saura jamais rien parce que maintenant tout le monde est mort, donc il y a peut-être des mecs qui seront quand même capables de vous expliquer qu'ils étaient là avant avant le déluge. Et donc, à partir de ça, vous avez ce message, et là, on vous dit IHS, et les cellules vous donnent IHS, notre Père, Jésus-Christ, machin, Graal, tu es notre Graal. Après, on peut supputer ce qu'on veut, hein, mais ça s'écrit. Après, on suppose tout ce qu'on a envie. Comme tu disais tout à l'heure, c'est cohérent, hein, à minima, avec... et puis c'est un peu redondant, parce que les messages reviennent en permanence. C'est pas une fois. Alors, le hasard a bon dos, mais si ça revient une fois ou deux, ça va. Mais si ça revient 200 fois, si ça revient 300 fois, il y a sûrement un message à extraire. Et ce message, il est présent là-dedans. Donc après, on peut juger ce qu'on veut, on peut dire ah bah tiens, le LN, il est complètement starbé. Ça ne s'empêche pas, ça. Comment ça s'empêche pas. Bah oui, ça n'empêche pas. Faut être un peu barré pour trouver ça. Ouais, quand même. Puis c'est quand même édité aux éditions LN. Voilà. Donc l'enfer et la haine, c'est bien, ça me va parfaitement. Et mon nom c'est Hélène, donc on a fait un super jeu de mots, c'est fun. Voilà. Enfin, super jeu de mots, à la con, mais c'est rigolo. Mais non, c'est un code, on décode, voilà. C'est ça, on décode à fond, à plein tube. Faut pas se prendre au sérieux dans ce domaine. Le principal, c'est ça. On n'est pas des lumières, on n'est pas je sais pas, on a trouvé un truc, on le pose, et puis à partir de ça, on partage le truc, même si le mot partage est banni de mon vocabulaire. Bon. Comme tu veux. Ouais. Partage, non, partage, ouais, c'est bien. Mais après, vous voyez, vous avez tout ça, et puis vous pouvez en déduire tout ce que vous voulez par rapport aux messages extraits, mais qui sont assez répétitif de l'abbé Boudet, mais il apparaît d'autres messages. À chaque fois, il y a toujours des mots qui sont certainement présents que j'ai pas trouvé, parce que j'ai pas pu tout trouver. Après, j'ai peut-être pas la culture suffisante pour extraire certains mots. Vous en trouverez certainement d'autres. Et puis après, libre à vous d'extraire d'autres messages. Et quand vous aurez la vraie langue celtique devant vous, vous la verrez pas comme un simple bouquin. Et après, on peut se dire qu'il y a d'autres écrivains, des vrais écrivains, pas des mecs comme moi, et qui ont diffusé un message complètement stéganographié, caché, qui est présent dans leurs ouvrages. Et après, si vous extrayez certains trucs, peut-être qu'ils sont compatibles avec cette cause, avec ce saut pêcheur, ou peut-être avec un autre message qui est diffusé dans leur livre personnel, et qui aurait pu être diffusé par Jules Verne, parce que Jules Verne, c'est plein de codages, il nous parle toujours de codage. Arsène Lupin, c'est pareil. Donc, après, s'il y en a qui cachent des messages, ça peut vous donner une piste pour suivre éventuellement une diffusion de messages. Mais ils faisaient partie certainement tous d'une loge initiatique, d'un truc. Après, on va vous dire c'est les francs-max, c'est les cathos, c'est les machins, c'est les trucs. J'en ai rien à foutre. Michel Lamy et Alexandra Schreyer, dans cette émission magnifique, la radio ici maintenant en 2004, que tu m'as suggéré, évoquent non pas la franc-maçonnerie, mais la Rose-Croix. Oui, la Rose-Croix, puis après on nous parle de tant d'autres choses. Après, eux, ils sont géniaux, donc c'est une source. C'est fabuleux. Il y a une source fabuleuse avec des vidéos. Jean-Claude Carton, le machin des étoiles, c'est comment? Ouais. Les archives des étoiles, merci Sam. Voilà, c'est lui qui me l'a fait découvrir, c'est fabuleux. Radio ici et maintenant, c'est Michel Lamy et Alexandra Schreyer. C'est des pointures. Et on n'en parle jamais. Alors que une émission qui a 15 ans, qui n'a pas pris une ride. Ça n'a pas pris une ride, c'est fabuleux. Il y a peu d'écoute sur le net. Moi, je le mets en boucle tellement c'est fabuleux. Quoi. Ouais. Et vous écoutez 6 heures d'émission. Alors après, c'est pas chiant comme moi je peux l'être. Ils vous expliquent des tas de choses. Mais alors c'est détaillé, ils ont tous les bouquins devant et puis ils ont tout en tête, quoi, parce que c'est des pointures. Et c'est fabuleux, c'est fantastique. Vous avez des émissions, mais
vous ressortez, vous avez l'impression que vous êtes gonflé au savoir. Et pourtant, quand vous en ressortez, après, vous finissez comme moi, donc c'est moins bien. Mais... Avez-vous des questions? Excuse-moi Dominique, avec le micro, que tout le monde entende. Le N inversé, oui. Oh, il a pas l'air de fonctionner. Nico? Nico, micro. Ouais, ça va fonctionner. Le N inversé, alors c'est la boîte, tu vois, c'est la boîte. Je montre la boîte, le N inversé. Ah, là, voilà. Tu vois, celle-là. Voilà, alors, le N inversé. Vous voyez la présence du N inversé, c'est ça votre question? Alors là, vous voyez, je vous montre une boîte, de par mon boulot, je suis brocanteur, un sale brocanteur qui vend des tas de trucs, et donc, vous voyez, ça, là, c'est la présence d'un N inversé qui est là, là, voilà, sur une boîte de médecine, alors docteur en chirurgie, avec des trucs un peu magiques d'ailleurs, regarde un petit peu tout le reste, la suite, ouais. On l'a prise en photo, vous voyez, avec ça fait un peu magique, ça fait un peu délirant. Il y a une sorte d'ouroboros, là, sauf que là, il se mord pas la queue, mais il mord l'autre tête. Enfin bon, c'est un peu. Et ça, c'est un objet que j'ai dans ma collection. D'ailleurs, qu'une amie m'a offert parce qu'elle m'a dit, ça sera bien chez toi. Moi, j'en ferai rien. Et c'est une boîte d'art populaire qui est superbe. Mais le N inversé apparaît, comme je vous l'ai montré. Et alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Il y a des N inversés, on en retrouve partout. On en retrouve même, je crois, sur le Louvre. C'est Laurent Deutsch qui en parle dans une émission où il nous dit les N inversés étaient apposés sur le Louvre pour pouvoir. C'était des mecs qui étaient en rébellion contre Napoléon. C'est ça, et donc le N est inversé pour dire qu'on est en rébellion sans trop le montrer parce que sinon on passe à la casserole où on finit dans les geôles ou avec un coup de surin dans la viande, donc c'est pas super. Et donc du coup. Il mettait ça, il mettait un N inversé. Alors sur des tombes, j'en sais rien pourquoi, mais on ne pourra pas le considérer comme un truc spécifique à Rennes-le-Château, parce que c'est présent partout. Dans des tas d'objets, j'ai déjà trouvé plein d'objets avec des N inversés. Pourquoi sont-ils là? Après, est-ce que c'est des mecs qui sont en rébellion contre quelque chose, contre une institution, contre un... On n'en sait rien. Enfin, c'est sûrement vérifiable pour chaque... C'est peut-être un cas particulier à chaque fois, oui, c'est possible ou pas, j'en sais rien. Je ne saurais pas dire, donc je ne vais pas raconter de conneries, je préfère me taire. Donc, mais là, je vous ai donné un exemple, parmi tant d'autres. Et puis un objet que j'aime beaucoup, donc qui est très très beau, qui est superbe, avec l'ombilic, avec les écailles. Enfin, il est superbe, il est réalisé... c'est une belle pièce d'art populaire. Et qui est dans mes vitrines, je te répéterai pas tout à l'heure ce que j'ai dit, mais dans mes vitrines, dans mes petites vitrines. Oui. J'ai appelé ça les vitrines de PD. Oui, donc, mes objets de qualité. Non, dis pas trop. Non. Est-ce qu'il y a d'autres photos que tu pourrais... Oui, Nébias. Alors, donc, je nous ai parlé de Nébias. Ça va, j'en viens pas le mot, Nébias. Donc, je montre là une carte postale de Nébias que j'ai trouvée à Rouen il y a peu de temps sur les conseils de mon petit, qui me dit, papa, as-tu pensé à Nébias? Et là, je suis tombé sur une carte postale de Nébias. Et alors, Nébias, bon, c'est un village qui est juste à côté. Je vais vous en parler si vous ne le connaissez pas. Alors, Nébias, c'est à 15 km d'ici, à côté de Puyvert. Le château de Puyvert, château des troubadours cathares, machin, tagada, le bateau, la nef, enfin bon, tout le bazar. Il y a tout un truc mystique là-dessus. Mais juste à côté, il y a la 9e porte, tournée par Johnny Depp. Non, Johnny Depp. Et donc, la 9e porte présente ce château. Mais à 3,5 km à peu près dans la forêt, en ligne droite avec l'entrée de Puyvert, vous arrivez au labyrinthe vert de Nébias, qui est un labyrinthe... alors, qu'est-ce que c'est? Grès éduleuse ou je sais plus quoi, des grès apportés certainement naturellement. Quand on cherche sur le net, on vous parle de grès naturels, de tout le bazar. Mais pourquoi sont-ils là? Ça, c'est pas trop le problème. Le problème, c'est pourquoi sont-ils disposés de cette façon? Si vous êtes déjà allé dans le labyrinthe de Nébias, pour certains, je ne sais pas si ça vous est arrivé, c'est un endroit fantastique. Vous avez vu un peu le... Waouh, c'est magique. C'est la forêt magique d'Harry Potter en 10 fois pire. On s'attend à voir des araignées, des druides, des machins, des trucs qui apparaissent de partout. Il y a des arbres tordus, alors paraît-il avec les souterraines. Là, des réseaux souterrains, enfin. Oui, enfin des réseaux souterrains, merde, j'ai pas le terme. Des forces, les forces telluriques, merci madame. Merci beaucoup. J'ai pas toujours le mot. Et
Donc, superbe endroit. Et pourquoi avait-il été positionné devant la porte dans les années 40 ? Les Allemands se sont installés là. Mais étrangement, contrairement à ce qu'on voit d'habitude, une DCA devant la porte. Pourquoi ? Une DCA devant la porte d'un labyrinthe proto-celtique, je dirais, pour pas dire, c'est pas celte, c'est bien avant. À l'époque peut-être de la conception, je le suppose. Hein. Après, là n'étant pas archéologue, je suppose par rapport à ce que j'ai pu voir. Je dis proto-celtique, et il y a des pierres érigées partout, il y a des passages. Alors, je veux bien que ça soit disposé, mais là, c'est pas disposé aléatoirement. Vous avez des places complètement vides de pierres. Ça s'est pas créé tout seul. La nature a créé vraiment de très belles choses. Vous voyez, je suis là. Et à côté de ça, il y a des places, il y a des tas de trucs présents. Qu'est-ce que ça fout là ? Pourquoi c'est conçu comme ça ? Donc, labyrinthe initiatique, on n'en sait rien. Sauf que c'est inséré dans du buis, dans des tas de trucs, d'ailleurs qui va pourrir maintenant avec les papillons nouveaux là, qui arrivent, ça va morfler, ouais, les pyrales, les fameux papillons dont on parlait hier soir. Et vous arrivez à ça, et ce labyrinthe va sûrement se découvrir. Et il y a 30 ans, il était découvert. Ouais. Sauf qu'il y a une autre affaire, c'est que si tu nous montres la photo d'après, ouais. Non, ça c'est le cheval, ah ça c'est autre chose encore. Merde, on l'a pas foutu le Tato ? C'est le dernier. Tu me l'as mis où le petit ? Juste reviens avant, Alex, s'il te plaît. Ah voilà, voilà, la notice. Merci Tato. On va la lire parce qu'on va pas très bien. Voilà. Alors la notice, Nébias. Alors on nous parle de tout à Nébias, des petits trucs un peu légers, historiques ou pas. Ouais. Sauf que on nous parle pas d'une chose, le labyrinthe. Et ça c'est quand même un peu interpellant pour un petit village comme ça. Un labyrinthe, vous n'en retrouvez pas dans tous les villages. Vous retrouvez une pierre proto-celtique ou paléo-celtique ou machin, mais vous ne trouvez pas un amoncellement pareil, avec une forme pareille, avec une spécificité pareille, et dont on ne parle pas. Alors, j'ai fait des recherches depuis certaines époques, et certaines personnes qui se sont senties obligées de me donner en me disant ah ouais Nébias, j'ai trouvé des documents, on a vérifié, ça m'a vérifié, on a essayé de vérifier. Peut-être que des gens en trouveront. Il n'y a que Mademoiselle Butegueg à Rennes-le-Château, qui est la guide de la région, Stéphanie Butegueg, qui en a parlé dans un bouquin dans les bouquins sur Rennes, où elle nous parle de Nébias. Et c'est la seule, parce que les autres, personne n'en parle. Et Nébias, c'est quand même fortement interpellant. Et si on suppose, alors si c'était là comme ça, mais en 1965 ou 64, ma date de naissance, quoi. Merci. Et il est apparu il y a un éclair qui a pété une pierre. Et quand la pierre s'est cassée la gueule, elle a explosé un tumulus, une sorte de tumulus et d'allée couverte, qui était donc proto-celtique. Donc on est né à peu près à la période de Stonehenge, 2008, avant Jean-Claude. Donc on est à 4800 depuis ici. Enfin Jean-Claude c'est Jésus-Christ. Hein. Je l'appelle toujours Jean-Claude. Et donc vous arrivez à 2008 avant et vous vous retrouvez. Pourquoi ont-ils trouvé ça ? Et personne ne se dit ah bah tous les amoncellements à côté. Non, c'est naturel. Donc ce qui prouve bien une occupation. Mais Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains, c'est Caliborne. Donc c'est qu'il y avait un nombre conséquent d'occupants, enfin de personnes présentes sur le lieu pour pouvoir bouger tous ces trucs-là. Parce que c'est pas avec nos petits bras et puis 3 lascars qu'on va pouvoir bouger des gros cailloux. Là, c'est vraiment des cailloux conséquents. Vous avez le Grand Lapiaz, il est énorme. Les pierres, elles font 5 tonnes, 6 tonnes, j'en sais rien, peut-être même 10. C'est monstrueux. Donc pourquoi c'est là ? Pourquoi Autoran, enfin, ou les mecs qui étaient dans la région, que le Führer avait envoyé dans le coin, c'était loin d'être des cons, tous ces mecs-là. Donc, ils ont installé une DCA devant la porte. Pourquoi l'ont-ils installé devant la porte ? C'est pas innocent. Les mecs faisaient des recherches ésotériques, des recherches sur le Graal, sur des tas de choses.
Oui, sur les cathares, sur les grottes, les Spoulgas, bien sûr, dans l'Ariège. Ouais. Pourquoi ont-ils positionné à cet endroit précis une DCA, alors qu'une DCA, quand on s'intéresse un peu aux trucs militaires, même basiquement, une DCA, ça se pose sur un promontoire très très haut pour attendre les avions. On ne va pas les attendre d'en bas en les voyant pas arriver parce qu'il y a les montagnes de chaque côté. Pourquoi y a-t-il une DCA à cet endroit? Il n'y a aucune logique. Voilà. Donc la logique, elle est elle est possédée peut-être, enfin pas possédée, non, j'ai pas le terme. Incluse au contenu. Merci, voilà, ouais. Elle est incluse au contenu dans cette réponse avec le positionnement de cette fameuse DCA ici devant la porte. Juste devant la porte. Donc les mecs, ils pouvaient pas le connaître. Il y a 30 ans, j'ai parlé avec un monsieur qui était du coin, un type qui était du coin et qui m'a expliqué qu'il y a 30 ans, il n'y avait aucun buis et que tout était libre de... Donc c'est connu depuis toujours. C'est pas un truc planqué dans les buis et puis caché depuis toujours parce que c'était là. Il y avait des troupeaux de moutons, il y avait des troupeaux de bestioles, donc ça bouffait tout. Il y avait des caves, il y avait tout ça. Donc, ouais, des caves, c'est normand. Voilà. Bon, alors on va exposer l'horaire. Je suis désolé. C'est un dernier mot. Merci à tous. Pour conclure ta prestation. Merci Alex. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci monsieur Dame. Et puis, c'était génial. Enfin, moi ça m'a plu. J'espère que ça vous a plu. Merci.